dans les marécages denses de la Caroline du Sud, où la mousse espagnole pend comme des linceuls funéraires et où l'air lui-même semble murmurer des péchés oubliés, se trouvent les ruines délabrées de ce que les habitants appelaient autrefois la chapelle du repos de l'ange. Entre 1789 et 1832, plus de 200 âmes disparurent sans laisser de traces après avoir cherché refuge dans ce prétendu sanctuaire. Des registres ecclésiastiques découverts en 1923, puis immédiatement scellés par les autorités, révélaient une documentation méticuleuse de meurtres systématiques déguisés en miséricorde divine. La famille Whitworth, pilier de leur communauté et dirigeant du mystérieux ordre des anges déchus, avait transformé la chapelle de sa plantation en l'un des terrains de mise à mort les plus rentables du Sud d'avant la guerre de sécession. Ce que vous allez entendre a été enfoui pendant près de 2 siècles, mais la vérité sur la famille religieuse la plus sinistre de l'histoire américaine ne peut plus rester cachée. Avant de révéler les profondeurs horrifiques de l'héritage des Whitworth, sachez que cette histoire ne s'adresse pas à tout le monde, seulement à ceux qui sont assez courageux pour affronter les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Maintenant, replongeons dans l'ombre de la Caroline du Sud de 1789, où le salut avait un prix qu'aucune âme n'aurait dû payer. Mais pour comprendre comment un mal aussi calculé a pu prospérer, il faut examiner le monde qui a façonné la dynastie Whitworth. L'année était 1789 et les États-Unis nouvellement formés saignaient encore des blessures de la Révolution. Dans le Low Country de Caroline du Sud, où les plantations de riz s'étendaient à perte de vue vers l'Atlantique, l'ordre social restait aussi rigide que les marées qui inondaient les marais côtiers 2 fois par jour. C'est là, à 30 miles à l'intérieur des terres depuis Charleston, que la famille Whitworth avait bâti son empire de tromperie. Gabriel Whitworth avait 43 ans lorsqu'il acheta le domaine de 1000 acres qu'il baptisa la Grâce des Séraphins. Mesurant près d'1,80 m, avec des cheveux prématurément argentés et des yeux de la couleur de la glace hivernale, Gabriel possédait une présence autoritaire qui poussait les hommes les plus faibles à s'écarter sur son passage. Sa voix, cultivée et résonnante, pouvait remplir une chapelle ou réduire un homme adulte au silence tremblant, avec la même facilité. Né dans l'aristocratie déclinante des planteurs de Virginie, Gabriel avait vu la fortune familiale fondée sur le tabac s'effondrer pendant la guerre d'indépendance. Mais là où d'autres voyaient la ruine, Gabriel voyait une opportunité. Son épouse, Constance Whitworth Napton, était issue de l'ancienne richesse de Charleston, une fortune bâtie sur la traite des esclaves et la culture du riz. À 38 ans, Constance restait belle d'une manière fragile et éthérée, rappelant aux visiteurs des poupées de porcelaine. Ses cheveux noirs étaient toujours parfaitement arrangés, et ses mains pâles ne portaient jamais les marques du travail honnête. Mais ceux qui plongeaient leur regard dans ses yeux bruns y percevaient quelque chose d'inquiétant. Une distance vide, comme si une partie de son esprit s'était retirée dans un lieu inaccessible aux horreurs qui l'entouraient. Les enfants Whitworth étaient à chacun remarquables à leur manière, profondément troublantes. Ézéchiel, 24 ans et héritier désigné, possédait l'intelligence calculatrice de son père, agrémentée d'une cruauté qui mettait parfois même Gabriel mal à l'aise. Grand et mince comme lui, le sourire d'Ézéchiel n'atteignait jamais vraiment ses yeux sombres. Il avait brièvement étudié au College of Charleston avant que son père ne le rappelle pour gérer les opérations les plus délicates de la famille. Myriam, 22 ans, était peut-être la plus dangereuse de tous les enfants Whitworth. Là où ses frères usaient de force et d'intimidation, Myriam employait le charme et la manipulation. Elle pouvait faire se sentir parfaitement en sécurité un esclave en fuite désespéré, tout en le menant directement vers la mort. Sa beauté était conventionnelle. Cheveux dorés, yeux bleus, sourire doux. Mais quelque chose dans son attitude suggérait qu'elle éprouvait un plaisir sincère à la souffrance des autres. Les jumeaux, Caïn et Abel, venèrent d'avoir 20 ans. Caïn était le plus massif, avec de larges épaules et des mains capables d'étrangler un homme. Abel était plus frêle, plus réfléchi, mais son intelligence était entièrement consacrée à l'élaboration de nouvelles méthodes pour extraire des informations de sujets récalcitrants. Les garçons avaient été élevés dans l'idée qu'ils étaient des instruments de la justice divine, et ils accomplissèrent leurs tâches avec la précision méthodique d'artisans. La jeune Lilith, âgée de seulement 16 ans, développait encore son rôle au sein de l'entreprise familiale. Blonde comme sa sœur, mais dotée du regard perçant de son père,
Elle possédait une maturité dérangeante qui mettait les visiteurs mal à l'aise. Gabrielle la préparait à reprendre les fonctions de Myriam le moment venu. Après tout, l'entreprise familiale exigeait une continuité. Le frère de Gabrielle, Michael Whitworth, servait d'intendant officiel de la plantation et de plus proche collaborateur. De 2 ans le cadet de Gabrielle, Michael avait l'apparence burinée d'un homme passant ses journées dans les champs. Mais son éducation égalait celle de son frère. Il comprenait que leur entreprise nécessitait à la fois brutalité et tenue de registre rigoureuse. L'épouse de Michael, Ruth, était morte en couche 5 ans plus tôt, le laissant élever seules leurs filles jumelles, Mercy et Grace, âgées de 13 ans. Les jeunes filles vivaient dans la maison principale avec leurs cousins, recevant la même éducation soigneusement contrôlée dans la théologie particulière de la famille. Le plus jeune des frères, Raphael Whitworth, qui insistait pour qu'on l'appelle Shérif, avait 35 ans et était peut-être le membre le plus glaçant de la famille. D'une minceur presque maladive, avec des cheveux prématurément blancs et des yeux vert pâle, Shérif avait étudié la médecine à Édimbourg avant la Révolution. Ses connaissances médicales le rendaient indispensable aux opérations familiales, bien qu'il n'ait jamais exercé la médecine de manière légitime. Il utilisait plutôt ses compétences pour maintenir les victimes en vie plus longtemps durant les interrogatoires et pour s'assurer que les corps finalement vendus aux écoles de médecine semblaient être morts de causes naturelles. La plantation Whitworth elle-même était parfaitement conçue pour leurs desseins sinistres. La maison principale, une imposante structure géorgienne de 3 étages, se dressait sur une légère hauteur surplombant les rizières. Mais ce sont les bâtiments plus modestes qui servaient véritablement les affaires de la famille. La chapelle, achevée en 1788, se trouvait à un demi-mile de la maison principale, reliée par un sentier serpentant à travers un bosquet de vieux chênes verts drapés de mousse espagnole. Le bâtiment était plus grand que la plupart des chapelles de plantation, pouvant accueillir 200 fidèles, bien que la congrégation des Whitworth ne dépasse rarement 50 habitants locaux. Ce qui rendait la chapelle unique, c'étaient les modifications ordonnées par Gabriel lors de sa construction. Le sous-sol, accessible par une porte dissimulée derrière l'autel, avait été conçu comme une série de cellules de détention. Les murs étaient suffisamment épais pour étouffer les cris, et le système de ventilation garantissait que les occupants pouvaient être maintenus en vie pendant de longues périodes. À côté de la chapelle se dressait un bâtiment qui semblait être un simple local de stockage de matériel religieux. En réalité, il abritait le laboratoire médical de Shérif et les outils de son art. La famille avait fondé son ordre des anges déchus en 1789, le présentant à la communauté locale comme un mouvement de réveil méthodiste axé sur le salut des âmes les plus désespérées. Ils organisèrent des offices réguliers, invitant les planteurs voisins et leurs familles à assister au sermon passionné de Gabriel sur la rédemption par la souffrance. Le prédicateur itinérant méthodiste local, le révérend Thomas Hartwell, accueillit d'abord avec enthousiasme le zèle religieux des Whitworth, allant jusqu'à autoriser Gabriel à diriger des services spéciaux pour les âmes en détresse spirituelle. Mais le véritable objectif de l'ordre était bien plus sinistre. Par l'intermédiaire d'un réseau de contacts à Charleston, Savannah et jusqu'à Richmond, les Whitworth répandirent des rumeurs soigneusement élaborées au sujet de leur chapelle. La nouvelle parvint aux quartiers d'esclaves de toute la région. Le repos de l'Ange était un sanctuaire où les fugitifs pouvaient trouver nourriture, abri et conseils pour atteindre la liberté. Les récits étaient suffisamment précis pour paraître crédibles. Description détaillée de l'emplacement de la chapelle, mots de passe pour identifier les véritables chercheurs de salut, et témoignages de prétendus évadés ayant réussi à atteindre le nord. Cette tromperie élaborée exigeait une coordination minutieuse. Shérif entretenait une correspondance avec des écoles de médecine à Charleston, Savannah, Richmond et même Philadelphie, s'établissant comme fournisseur fiable de cadavres destinés à l'étude anatomique. Les corps étaient toujours présentés comme ceux de personnes libres de couleur morte, de cause naturelle, accompagnés de documents falsifiés. Les écoles de médecine de la jeune République posaient peu de questions sur l'origine de leurs spécimens, et les prix de Shérif étaient toujours raisonnables. Michael gérait les aspects pratiques de l'opération, la supervision de la plantation légitime servant de couverture, l'entretien du réseau d'informateurs diffusant la rumeur du sanctuaire, et la coordination avec des chasseurs d'esclaves professionnels qui aidaient à identifier les cibles les plus précieuses. La plantation de riz légitime de la famille connaissait un succès modéré, employant près d'100 de travailleurs asservis qui vivaient dans un confort relatif,
comparé à d'autres plantations. Cette réputation de bienveillance était soigneusement entretenue. Gabriel offrait à ses travailleurs une meilleure nourriture, des logements décents et même une liberté de mouvement limitée sur la plantation. L'aspect le plus diabolique de l'opération Whitworth résidait dans l'utilisation de la foi religieuse authentique comme arme. Les sermons de Gabriel étaient puissants et émouvants, remplis de références bibliques et d'une sophistication théologique qui impressionnait même les auditeurs instruits. Il croyait sincèrement accomplir l'œuvre de Dieu, convaincu que les âmes qu'il envoyait à la mort étaient de toute façon prédestinées à la damnation. Ce cadre théologique permettait à toute la famille de participer à des meurtres de masse tout en conservant un sentiment de supériorité morale. Les autorités locales savaient que quelque chose d'inhabituel se produisait à la grâce des Séraphins, mais les Whitworth avaient pris soin de s'établir comme des piliers respectés de la communauté. Gabriel siégeait à la commission du comté, faisait des dons généreux aux églises locales et organisait de somptueuses réceptions mondaines qui cimentèrent la place de sa famille dans la société des planteurs. Lorsque des questions occasionnelles surgissaient au sujet d'esclaves disparus ou d'étrangers aperçus dans la région, les Whitworth exprimaient une inquiétude appropriée et proposèrent leur aide pour les recherches. L'automne 1791 apporta une activité inhabituelle à la grâce des Séraphins. Une série de tempêtes dévastatrices avait ravagé les récoltes dans tout le Low Country, provoquant des difficultés économiques qui poussèrent davantage de personnes réduites en esclavage à tenter de fuir. Pour les Whitworth, cela représentait une opportunité sans précédent. En un seul mois, 43 âmes désespérées arrivèrent à la chapelle du repos de l'ange, en quête de refuge. C'est durant cette période que les méthodes de la famille atteignirent leur plus haut degré de raffinement. Ézéchiel avait mis au point un système de classification des nouveaux arrivants en fonction de leur valeur potentielle. Les jeunes hommes en bonne santé étaient maintenus en vie le plus longtemps possible, car leurs informations sur les défenses des plantations et les itinéraires de fuite se révélaient très précieuses pour les chasseurs d'esclaves professionnels. Les femmes accompagnées d'enfants étaient interrogées au sujet d'autres familles, envisageant la fuite, leur désespoir les rendant particulièrement loquaces. Les fugitifs plus âgés, qui détenaient généralement moins d'informations utiles, étaient exécutés rapidement afin de limiter les ressources consacrées à leur détention. Le processus commençait toujours de la même manière. Les nouveaux arrivants étaient accueillis par Myriam, dont les manières douces et l'éducation évidente lui donnaient l'apparence d'un ange de miséricorde. Elle leur fournissait de la nourriture, des vêtements propres et un endroit sûr pour se reposer, tout en expliquant que la famille devait vérifier leurs récits avant de les aider à poursuivre leur route vers le nord. Cette période d'attente, disait-elle, était nécessaire pour protéger à la fois les fugitifs et le réseau du chemin de fer clandestin. Durant ces premiers jours, les Whitworth recueillaient des renseignements par des conversations apparemment anodines. Myriam excellait à soutirer des informations sur les familles restées derrière, les points de rendez-vous prévus et les contacts dans le nord. Gabriel rendait visite à la chapelle chaque jour, dirigeant des offices de prière qui révélaient progressivement davantage d'éléments sur le passé et les relations de chaque personne. Les jumeaux, Caïn et Abel, se faisaient passer pour des esclaves en fuite provenant d'autres plantations, partageant des histoires inventées de réussite afin d'instaurer la confiance et d'encourager des confidences plus détaillées. Une fois toutes les informations exploitables extraites, les victimes étaient transférées au sous-sol de la chapelle. La formation médicale de Sérif s'avérait ici inestimable, car il pouvait maintenir les sujets conscients et réactifs bien plus longtemps que ne l'auraient permis des méthodes de torture grossières. Le sous-sol comportait 5 cellules individuelles, chacune équipée de chaînes et conçue pour empêcher toute possibilité d'évasion. L'insonorisation était si efficace que la congrégation régulière, réunie juste au-dessus, n'entendait jamais les souffrances en dessous. Le processus d'interrogatoire durait généralement de 3 à 5 jours. Sérif utilisait sa connaissance de l'anatomie humaine pour infliger une douleur maximale, tout en évitant les dommages permanents susceptibles d'affecter la vente ultérieure du corps. Il avait développé une compréhension détaillée des points de pression, des voies nerveuses et des techniques psychologiques permettant de briser toute résistance sans laisser de marques visibles. Abel assistait à ces séances, prenant des notes minutieuses sur les informations révélées et recoupant les détails avec les témoignages de victimes précédentes. Ce qui rendait l'opération Whitworth particulièrement efficace était son approche systématique de la tenue de registre.
Gabrielle conservait des livres comptables détaillant chaque aspect de leurs activités. Chaque victime se voyait attribuer un numéro et disposait d'un dossier complet comprenant une description physique, des informations biographiques, les renseignements recueillis et le sort final qui lui était réservé. Ces archives permettaient à la famille de repérer des schémas dans les itinéraires de fuite, d'identifier des figures clés du chemin de fer clandestin et de fournir des informations précieuses à leur réseau de chasseurs d'esclaves professionnels. La famille avait établi des partenariats avec 3 grandes opérations de chasse aux esclaves, couvrant un territoire allant de la Virginie à la Géorgie. Ces chasseurs de primes professionnels payèrent des sommes élevées pour obtenir des informations détaillées sur les itinéraires de fuite, les maisons sûres et les évasions planifiées. Un seul raid réussi, fondé sur les renseignements des Whitworth, pouvait rapporter des milliers de dollars, une somme partagée entre la famille et leurs partenaires criminels. Mais c'est le commerce des corps qui assurait les profits les plus constants. Les contacts de shérifs avec les écoles de médecine s'étaient transformés en un réseau d'approvisionnement sophistiqué. Les corps étaient conservés grâce à des techniques apprises à Édimbourg, emballés dans des conteneurs spécialement conçus et expédiés avec de faux documents, les identifiant comme des personnes libres de couleur morte de cause naturelle. La famille gagnait entre 50 et 100 dollars par corps, selon l'état du spécimen et les besoins de l'institution destinataire. C'est durant cette période que la jeune Lilith commença à participer aux affaires familiales, d'abord en servant de visage amical supplémentaire pour accueillir les nouveaux arrivants. Sa jeunesse et son innocence apparente rendèrent les personnes désespérées encore plus confiantes. Gabrielle se réjouissait de constater qu'elle ne montrait aucune réaction émotionnelle face aux souffrances qui l'entouraient, signe qu'elle serait capable d'assumer de plus grandes responsabilités en mûrissant. L'aspect le plus horrifiant de l'opération résidait dans la manière dont la famille entretenait sa façade publique. Chaque dimanche, ils assistaient aux offices de l'église méthodiste locale, où Gabriel officiait souvent comme prédicateur laïque. Ils organisaient des dîners somptueux, contribuaient à des œuvres de charité et participaient à toutes les activités sociales attendues de grands planteurs. Constance devint réputée pour la beauté de ses travaux d'aiguille et pour son talent à organiser les activités des associations féminines. En 1795, l'opération Whitworth avait dépassé tout ce que Gabriel avait initialement imaginé. Ce qui avait commencé comme un stratagème opportuniste visant à tirer profit du chaos des débuts de la jeune République s'était transformé en une entreprise criminelle sophistiquée s'étendant sur 4 États. Le succès de la famille attira l'attention d'autres individus partageant les mêmes idées, conduisant à la formation de ce qu'ils appelèrent la Société de la Rédemption du Sud. Les membres de cette société comprenèrent des propriétaires de plantations, des marchands, des chasseurs d'esclaves professionnels, des fonctionnaires corrompus et même quelques ministres du culte partageant la théologie pervertie de Gabriel. Des réunions mensuelles se tenaient en des lieux tournants, généralement déguisés en réveils religieux ou en rassemblements mondains. Les membres payaient des cotisations proportionnelles aux profits tirés des activités de la société, et ces fonds servaient à étendre les opérations et à corrompre les autorités susceptibles d'intervenir. Le docteur Edmund Thorne, qui dirigeait un cabinet médical à Charleston, devint l'un des membres les plus précieux de la société. Ses qualifications médicales légitimes lui permettèrent de fournir des certificats de décès pour les corps que shérifs livraient aux écoles de médecine. Thorne disposait également de contacts avec des capitaines de navires chargés de transporter les spécimens vers les institutions du Nord, garantissant que la chaîne d'approvisionnement reste indétectable pour les autorités. Le capitaine Marcus Fulton contrôlait un réseau de chasseurs d'esclaves professionnels, opérant dans les Carolines et en Géorgie. Ces hommes se spécialisaient dans la traque d'individus précis à partir des renseignements fournis par les Whitworth. L'opération de Fulton était particulièrement brutale, capturant souvent des familles entières dès qu'un projet de fuite était découvert. Le capitaine versait aux Whitworth un pourcentage de toutes les récompenses perçues grâce à leurs informations. Peut-être plus troublante encore était la participation du révérend Josiah Blackwood, un ministre méthodiste dont le territoire couvrait 3 comtés de l'Est de la Caroline du Sud. Blackwood utilisait sa position pour identifier des fugitifs potentiels au sein de sa congrégation, transmettant ces informations aux Whitworth tout en conservant une apparence de sollicitude pastorale. Il allait jusqu'à célébrer les funérailles de certaines victimes de la famille, en utilisant de faux documents affirmant qu'elles étaient mortes de fièvre ou d'autres causes naturelles. La croissance de la société exigeait des méthodes de fonctionnement plus sophistiquées.
Gabriel développa un système de communication codé permettant aux membres d'échanger des informations sans risque de détection. Les lettres évoquant des questions spirituelles et des œuvres de rédemption contenaient en réalité des renseignements détaillés sur les itinéraires de fuite, les maisons sûres et les départs planifiés. Cette correspondance codée fut découverte des années plus tard, fournissant aux historiens une documentation précise sur l'ampleur et les méthodes du réseau. Le rôle de Sérif évolua durant cette période, passant de simple tortionnaire à ce que l'on qualifierait aujourd'hui d'analyste médico-légal. Il élabora des profils détaillés des schémas de fuite, identifiant les itinéraires les plus fréquemment utilisés et les variations saisonnières des tentatives d'évasion. Ces renseignements permettaient à la société de positionner plus efficacement ses ressources et d'intercepter les fugitifs avant qu'ils n'atteignent de véritables refuges. La chapelle familiale devint un centre de formation pour les nouveaux membres de la société. Gabriel y animait des séminaires spéciaux sur la justification théologique des décisions difficiles, enseignant aux participants à rationaliser leurs actes par une interprétation sélective de la Bible. Sérif dispensait une formation médicale montrant comment extraire des informations sans laisser de preuves évidentes de torture. Même Myriam contribuait, enseignant des techniques de manipulation destinées à rendre les victimes plus coopératives. Durant cette phase d'expansion, les Whitworth traitaient en moyenne 60 victimes par an. Le sous-sol de la chapelle fut agrandi pour accueillir 12 cellules, et une insonorisation supplémentaire fut installée. Un nouveau crématorium, déguisé en four de potier, fut construit pour se débarrasser des restes ne pouvant être vendus de manière rentable aux écoles de médecine. La famille employa 6 travailleurs supplémentaires, tous membres de la société, afin de gérer l'augmentation du volume de leurs opérations. La jeune Lilith, désormais âgée de 18 ans, était pleinement intégrée à l'entreprise familiale. Sa spécialité consistait à s'occuper des victimes féminines, en particulier de celles qui voyageaient avec des enfants. Elle avait développé une personnalité maternelle qui inspirait une confiance totale aux mères désespérées. Lilith s'occupait des enfants pendant que leurs parents étaient interrogés, utilisant parfois des menaces à l'encontre des plus jeunes pour encourager la coopération. Son absence totale d'empathie, combinée à une apparence douce et rassurante, faisait d'elle sans doute le membre le plus efficace de la famille. Les jumeaux, Caïn et Abel, avaient développé des spécialités complémentaires. Caïn gérait les aspects physiques de l'opération, l'entretien des installations, la logistique des transports et l'élimination des preuves. Abel, quant à lui, se concentrait sur l'analyse du renseignement, tenant les registres détaillés qui rendaient l'entreprise si rentable. Ensemble, ils avaient mis en place un système suffisamment efficace pour traiter les victimes dans les 48 heures suivant leur arrivée, maximisant les profits tout en réduisant les risques. Mais le succès de la société attirait une attention indésirable. Des abolitionnistes du Nord avaient commencé à remarquer des schémas inquiétants dans les disparitions d'esclaves en fuite. Plusieurs articles de journaux mentionnaient le nombre anormalement élevé de fugitifs qui semblaient s'évanouir sans laisser de traces après avoir quitté les plantations du Low Country de Caroline du Sud. Des conducteurs du chemin de fer clandestin rapportaient également avoir perdu le contact avec des évadés orientés vers des maisons sûres de la région. L'hiver 1788 amena un visiteur inattendu dans le Low Country de Caroline du Sud. Jeremiah Morrison, un marchand Quaker de Philadelphie, arriva à Charleston sous couvert d'établir des relations commerciales avec des planteurs de riz locaux. En réalité, Morrison menait une enquête clandestine pour la Société abolitionniste de Pennsylvanie, cherchant à comprendre pourquoi tant d'esclaves évadés ayant franchi avec succès la ligne Mason-Dixon signalèrent la disparition d'amis et de membres de leur famille, quelque part en Caroline du Sud. Morrison était un homme prudent, âgé de 45 ans, à l'allure marquée par des années passées dans des lieux dangereux. Sa foi Quaker l'avait poussé à risquer sa vie à de nombreuses reprises pour aider des fugitifs à atteindre la liberté, et il avait développé une intuition aiguisée pour déceler la tromperie. Quelque chose, dans les récits provenant de Caroline du Sud, ne lui semblait pas juste. L'enquête commença par des entretiens menés par Morrison avec des esclaves évadés ayant réussi à s'établir à Philadelphie, New York et Boston. De leurs témoignages émergeait un schéma récurrent. Beaucoup avaient entendu parler d'un sanctuaire appelé le Repos de l'Ange, où l'on promettait nourriture et conseils. Certains avaient effectivement visité la chapelle, mais étaient repartis rapidement, affirmant que l'endroit dégageait une impression inquiétante. D'autres y avaient envoyé des amis ou des membres de leur famille, sans jamais plus entendre parler d'eux.
Morrison passa des semaines à consigner ses récits, recoupant lieux, dates et descriptions. Le constat était clair. Des personnes disparaissaient systématiquement à un endroit précis du Low Country de Caroline du Sud. Mais prouver ce qui s'y passait nécessitait une infiltration, et Morrison savait que la couleur de sa peau le rendait inapte à une telle mission. La solution vint d'une source inattendue. Samuel Washington, un homme noir libre originaire de Baltimore et instruit en Pennsylvanie, se porta volontaire pour se faire passer pour un esclave en fuite, cherchant à gagner le Nord. Washington avait la peau suffisamment claire pour être perçu comme métisse, ce qui expliquait son éducation et ses manières raffinées. Plus important encore, il était totalement intrépide, ayant déjà mené des enquêtes similaires en Virginie et dans le Maryland. Washington arriva à Charleston en mars 1799, muni de faux documents l'identifiant comme la propriété d'un planteur virginien fictif. Il passa plusieurs semaines à travailler comme journalier, recueillant discrètement des informations sur les contacts locaux du chemin de fer clandestin. Il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour entendre des murmures au sujet du sanctuaire de la chapelle du repos de l'ange. L'approche fut progressive et prudente. Washington entra en contact avec d'autres personnes cherchant à fuir, laissant la rumeur de sa situation se propager naturellement au sein du réseau clandestin. En moins d'un mois, un intermédiaire l'approcha et lui fournit les indications menant à la plantation Whitworth, ainsi que les mots de passe nécessaires pour se présenter comme un chercheur de refuge légitime. Pendant ce temps, Morrison s'était intégré à la communauté commerciale de Charleston, utilisant ses références de marchands pour accéder aux registres d'expédition, aux correspondances des écoles de médecine et à d'autres documents susceptibles de révéler l'ampleur de l'entreprise criminelle opérant dans la région. Ses contacts Quakers à Philadelphie lui avaient transmis les noms de professeurs de médecine susceptibles de recevoir des spécimens suspects. Ce que Morrison découvrit choqua même son esprit aguerri. Les registres de transport montraient des livraisons régulières depuis la Caroline du Sud vers des écoles de médecine de toute la région médio-atlantique. Le volume était bien trop élevé pour correspondre à une mortalité normale parmi la population noire libre. Les certificats de décès fournis par des médecins locaux révélèrent des schémas suspects. Trop de morts, attribuées à la fièvre ou à des causes naturelles parmi des personnes décrites comme des Noirs libres de passage. La mission de Washington débuta lors d'une soirée d'avril étouffante lorsqu'il s'approcha de la chapelle du repos de l'ange en suivant les instructions reçues. Le bâtiment correspondait exactement aux descriptions. Plus grand que la plupart des chapelles de plantation, avec des fenêtres gothiques qui paraissaient étrangement menaçantes dans la lumière déclinante. La mousse espagnole pendait des chaînes environnant comme des linceuls funéraires et l'air était lourd de l'odeur d'eau stagnante provenant des rizières voisines. Miriam Whitworth l'accueillit à la porte de la chapelle, son sourire chaleureux et avenant. Elle était aussi belle que les récits l'avaient laissé entendre, avec des cheveux dorés et des yeux semblant rayonner de compassion. Washington ressentit immédiatement un sentiment de danger. Quelque chose dans sa prestation parfaite lui semblait répéter, comme si elle avait déjà joué ce rôle d'innombrables fois. « Tu dois être épuisé, pauvre âme, » dit Myriam en le conduisant à l'intérieur. « Viens, je vais te donner à manger et t'offrir un endroit sûr pour te reposer. Demain, nous parlerons de ton voyage vers le nord. » L'intérieur de la chapelle était plus élaboré que Washington ne l'avait imaginé. Les vitraux représentèrent des scènes de jugement divin d'une violence inhabituelle pour un sanctuaire méthodiste. L'autel était taillé dans un bois sombre et derrière lui se trouvait une peinture de l'archange Michel précipitant des démons en enfer. Tout dans cet espace semblait théâtral, conçu pour inspirer la crainte plutôt que le réconfort. Washington reçut un repas simple et des vêtements propres, puis fut conduit dans une petite pièce attenante à la chapelle où il passerait la nuit. Myriam expliqua que la famille devait vérifier son histoire avant de l'aider à poursuivre sa route vers le nord, une précaution nécessaire pour le protéger, lui et leur réseau. Cette période d'attente, l'assura-t-elle, durait rarement plus de quelques jours. Au cours de sa deuxième journée à la plantation, Washington rencontra d'autres membres de la famille Whitworth. Gabriel incarnait parfaitement le patriarche bienveillant, dirigeant des offices de prière et offrant un soutien spirituel aux âmes désespérées, cherchant refuge. Ses sermons étaient puissants et émouvants, remplis de références à la libération et à la rédemption, parfaitement adaptés à son auditoire. Mais l'œil exercé de Washington commença à remarquer des détails troublants. Les autres invités de la plantation semblaient anormalement silencieux, parlant à voix basse et évitant le regard des autres.
Lorsqu'il tentait d'engager la conversation sur leur passé ou leur projet de voyage, il donnait des réponses vagues et incohérentes. Le plus inquiétant était la manière dont il regardait les membres de la famille Whitworth, avec un mélange de gratitude et de terreur, suggérant qu'ils en savaient plus qu'ils n'osaient dire. Lors de sa troisième nuit, Washington fut réveillé par des sons qui lui glacèrent le sang. Des cris étouffés provenèrent de quelque part sous la chapelle, à peine audibles à travers les murs épais, mais indéniablement humains. Il resta parfaitement immobile, écoutant les hurlements d'agonie jusqu'à ce qu'ils cessent peu avant l'aube. Lorsqu'il mentionna ces bruits aux autres invités le lendemain matin, tous prétendirent n'avoir rien entendu. Washington comprit alors qu'il était en danger de mort, mais aussi qu'il était peut-être la seule personne capable de révéler cette opération. Il commença à observer méthodiquement les lieux, notant la disposition des bâtiments, le nombre de membres de la famille et les schémas d'activité autour de la plantation. Plus important encore, il chercha des preuves de ce qui arrivait aux personnes qui entraient au repos de l'ange, et n'en ressortait jamais. La percée survint lorsque Washington observa Sheriff Whitworth charger une charrette de caisses en bois. Leur taille et leur forme correspondaient à celles de corps humains, et elles étaient de manipuler avec le soin habituellement réservé à des marchandises précieuses. Washington suivit la charrette à distance jusqu'à un embarcadère sur la rivière Ashley, où un petit bateau à vapeur attendait. Mais Washington avait lui aussi été remarqué. Abel Whitworth avait observé son comportement curieux et en informa son père. Gabriel décida que leur invité devenait trop indiscret et ordonna son transfert dans le sous-sol de la chapelle. L'enquête de Washington allait se transformer en un combat personnel pour la survie. La descente de Washington dans le sous-sol de la chapelle révéla l'ampleur réelle du mal incarné par la famille Whitworth. L'installation souterraine était bien plus sophistiquée qu'il ne l'avait imaginé. 12 cellules individuelles, un laboratoire médical, et ce qui semblait être un crématorium. L'odeur de la mort flottait dans l'air comme une présence tangible, et les murs portèrent des taches qu'aucun nettoyage n'aurait pu effacer. Washington fut placé dans une cellule montrant des traces évidentes de ses anciens occupants. Des griffures désespérées marquaient les parois de pierre, là où des ongles avaient tenté de creuser la roche, et des taches plus sombres que Washington préféra ne pas identifier. La cellule était à peine assez grande pour qu'il puisse s'y allonger. Elle ne contenait aucun mobilier, à l'exception d'un seau pour les besoins, et d'une petite ouverture près du plafond assurant une ventilation minimale. Quelques heures après son incarcération, Washington entendit d'autres prisonniers dans les cellules voisines. Leurs conversations murmurées révélaient toute l'horreur de ce qui se passait. Certains étaient détenus depuis des semaines, maintenus en vie uniquement le temps de fournir des informations sur les itinéraires de fuite, les contacts du chemin de fer clandestin et d'autres projets d'évasion. D'autres étaient des arrivants récents, qui nourrissaient encore l'espoir d'être relâchés. Les interrogatoires commencèrent immédiatement. Sheriff Whitworth se révéla être un tortionnaire méthodique, utilisant ses connaissances médicales pour infliger une douleur maximale, tout en évitant des dommages permanents susceptibles d'affecter la vente ultérieure du corps. Il travaillait avec une précision chirurgicale, posant des questions détaillées sur les opérations du chemin de fer clandestin, tout en appliquant des pressions physiques soigneusement calculées. L'éducation de Washington et son intelligence manifeste le rendaient particulièrement précieux aux yeux des Whitworth. Il soupçonnait qu'il puisse être lié aux abolitionnistes du Nord et était déterminé à lui soutirer des informations sur le financement et l'organisation du réseau clandestin. Les séances de torture duraient des heures, Sheriff faisant preuve d'un enthousiasme troublant pour son travail. Mais Washington s'était préparé à cette éventualité. Sa formation à Philadelphie incluait des techniques de résistance à l'interrogatoire, et sa foi Quaker lui procurait une force intérieure que ses bourreaux ne parvinrent pas à briser. Il leur fournissait de fausses informations mêlées à suffisamment de vérité pour paraître crédibles, gagnant ainsi du temps tout en cherchant une occasion de s'échapper. Cette occasion vint d'une source inattendue. Grace Whitworth, l'une des filles jumelles de 13 ans de Michael, apportait de la nourriture aux prisonniers dans le cadre de son « éducation » au sein de l'entreprise familiale. Contrairement à ses proches, Grace semblait sincèrement bouleversée par la souffrance qui l'entourait. Washington entama une conversation avec elle lors de ses brèves visites, gagnant progressivement sa confiance et semant le doute quant aux activités de sa famille. Grace était assez intelligente pour comprendre que ce que faisait sa famille était mal, mais elle avait été élevée dans la croyance que les victimes étaient prédestinées à la damnation. Pourtant,
Les arguments théologiques mesurés de Washington, combinés à son éducation et à son raffinement évident, commencèrent à ébranler sa foi dans la doctrine pervertie des Whitworth. Plus important encore, elle se mit à le voir comme un être humain, et non plus comme un simple spécimen à traiter. Le plan d'évasion nécessitait un timing précis et une chance considérable. Grace accepta de laisser la porte de la cellule de Washington déverrouillée lors de sa prochaine distribution de nourriture, lui donnant accès au laboratoire où Sheriff conservait ses instruments chirurgicaux. Armé d'un scalpel, Washington devrait traverser la plantation de nuit, éviter la famille et leurs employés, et atteindre la rivière Ashley afin de voler une embarcation. Mais le plan échoua presque immédiatement. Le comportement inhabituel de Grace avait été remarqué par sa sœur Mercy, qui signala l'activité suspecte à leur père, Michael. Lorsque Washington tenta de quitter sa cellule, il trouva Abel Whitworth qui l'attendait, armé d'un pistolet et affichant un sourire cruel. « As-tu vraiment cru que nous ne remarquerions rien ?» demanda Abel, en lui faisant signe de retourner dans sa cellule. La pauvre petite Grace pensait sauver ton âme. À la place, elle vient de s'assurer que ta mort sera bien plus douloureuse que ce que nous avions initialement prévu. Washington fut reconduit dans sa cellule, mais cette tentative d'évasion avortée avait révélé quelque chose d'essentiel. Il existait des fissures dans l'unité familiale. La volonté de Grace de l'aider suggérait que d'autres membres de la famille pouvaient eux aussi nourrir des doutes quant à leurs activités. Plus important encore, l'incident força les Whitworth à accélérer le calendrier de son élimination. Cette nuit-là, Washington entendit des voix dans le laboratoire. Gabriel et Sheriff discutaient de la meilleure façon de gérer leurs prisonniers problématiques. Gabriel souhaitait extraire autant d'informations que possible avant de le tuer. Mais Sheriff s'inquiétait du danger que représentaient l'intelligence et l'éducation de Washington s'il restait en vie trop longtemps. Ils décidèrent de mener une dernière séance d'interrogatoire en utilisant des méthodes qui s'avéreraient probablement fatales. Mais Washington avait encore une carte à jouer. Durant ces semaines de captivité, il avait soigneusement mémorisé tout ce qu'il avait observé, la configuration des lieux, les noms et les visages des membres de la famille, les détails de leur organisation. Plus important encore, il avait retenu les informations fournies par les autres prisonniers, reconstituant un tableau complet du réseau du chemin de fer clandestin que les Whitworth détruisaient méthodiquement. Lorsque Sheriff arriva pour l'interrogatoire final, Washington proposa de livrer des informations détaillées sur le financement et l'organisation des abolitionnistes en échange d'une mort rapide plutôt que d'une torture prolongée. L'offre était suffisamment séduisante pour faire hésiter Sheriff, qui savait que de tels renseignements seraient d'une valeur inestimable pour leurs partenaires de la Société de la Rédemption du Sud. Ce que Sheriff ignorait, c'est que Washington gagnait du temps en vue d'une tentative de sauvetage. Jeremiah Morrison, inquiet de l'absence prolongée de son partenaire, avait commencé à mener des investigations discrètes sur la chapelle du repos de l'Ange. Son enquête attira l'attention d'autres abolitionnistes à Charleston, notamment de plusieurs travailleurs noirs libres, qui avaient entendu des rumeurs sur les activités de la plantation. Le sauvetage eut lieu à l'aube d'un matin de juin étouffant, lorsque le brouillard provenant de la rivière Ashley offrit une couverture parfaite à la petite équipe de volontaires de Morrison. Ils avaient passé des semaines à planifier l'assaut, à étudier la disposition de la plantation et à identifier l'emplacement le plus probable de l'emprisonnement de Washington. L'équipe se composait de Morrison, de 2 autres Quakers venus de Philadelphie et de 4 hommes noirs libres de Charleston qui s'étaient portés volontaires pour cette mission périlleuse. L'attaque débuta par un incendie de diversion allumé dans l'un des bâtiments de transformation du riz de la plantation. Tandis que la famille Whitworth et leurs travailleurs se précipitaient pour contenir les flammes, l'équipe de Morrison infiltra la chapelle et découvrit l'entrée du complexe souterrain. Ce qu'ils trouvèrent dépassait leurs pires craintes. 11 prisonniers étaient encore en vie dans les cellules souterraines, dont Washington, à peine conscient après sa dernière séance d'interrogatoire. Le laboratoire contenait des registres détaillés des activités de la famille, des livres recensant plus de 800 meurtres, une correspondance avec des écoles de médecine de toute la région médio-atlantique et des cartes montrant les itinéraires du chemin de fer clandestin compromis par les informations arrachées aux victimes. Mais la découverte la plus terrifiante fut le journal médical de Sheriff, qui décrivait avec précision ses techniques de torture et ses observations sur l'efficacité des différentes méthodes. Pour l'extraction d'informations, le journal révélait qu'il utilisait les prisonniers comme cobayes dans ce qu'il appelait des recherches sur le interrogatoire amélioré
consignant systématiquement les limites physiques et psychologiques de l'endurance humaine. L'équipe de sauvetage avait prévu de fuir immédiatement après la libération des prisonniers, mais Washington insista pour rassembler autant de preuves que possible. Malgré ses blessures, il aida à collecter les documents les plus compromettants, tandis que les hommes de Morrison préparaient les survivants pour l'évacuation. Il ne disposait que d'environ 30 minutes avant que l'incendie ne soit maîtrisé et que la famille découvre la violation de leur chambre souterraine. Les preuves recueillies allaient finalement révéler non seulement les crimes de la famille Whitworth, mais aussi l'ensemble du réseau de la Société de la Rédemption du Sud. Les lettres échangées entre les membres de la Société dévoilèrent des opérations similaires en Virginie, en Caroline du Nord et en Géorgie, toutes reposant sur le même modèle de faux sanctuaire attirant les fugitifs vers la mort. L'ampleur du complot dépassait de loin tout ce que Morrison avait imaginé. Mais Gabriel Whitworth n'avait pas bâti son empire en faisant preuve de négligence. Lorsque l'incendie fut enfin maîtrisé et qu'il comprit ce qui s'était produit, il mit immédiatement en œuvre des plans de contingence élaborés précisément pour une telle situation. La famille disposait de voies de fuite, et surtout d'alliés puissants, prêts à les aider à échapper aux poursuites. Les relations politiques des Whitworth assurèrent leur salut. Gabriel avait passé des années à cultiver des liens avec des juges, des shérifs et des législateurs d'État qui devaient leur position au soutien des planteurs. Lorsque les preuves de Morrison furent présentées aux autorités locales, elles furent rejetées comme une propagande fabriquée destinée à attiser les tensions entre le Nord et le Sud. Les rares responsables prenant les accusations au sérieux se retrouvèrent soumis à une pression intense de la part de leurs protecteurs politiques. Les autorités fédérales de Charleston se montrèrent plus réceptives aux preuves de Morrison, mais elles manquaient de compétences juridictionnelles pour des crimes commis entièrement en Caroline du Sud. La garantie constitutionnelle de la souveraineté des États sur leurs affaires internes empêchait les procureurs fédéraux d'engager des poursuites contre des citoyens de Caroline du Sud sans la coopération de l'État. Cette coopération ne vint jamais. Ce qui frustra le plus Morrison fut la réaction de la hiérarchie méthodiste locale. Malgré l'accumulation de preuves accablantes concernant les crimes des Whitworth, les dirigeants de l'Église hésitaient à condamner une famille qui avait contribué si généreusement aux œuvres religieuses. Le révérend Hartwell, le prédicateur itinérant qui avait initialement accueilli le ministère de Gabriel, affirma que les accusations faisaient partie d'un complot nordiste visant à discréditer le christianisme du Sud. La famille Whitworth profita de ce répit pour relocaliser ses activités. Dans les 6 mois suivant le raid de Morrison, ils vendirent à la plantation de la Grâce des Séraphins et se déplacèrent vers l'ouest, en Alabama, où le statut territorial offrait encore moins de contrôle que le gouvernement de l'État de Caroline du Sud. Ils établirent une nouvelle plantation près de Mobile, avec une nouvelle chapelle et une nouvelle installation souterraine. Cependant, l'enquête de Morrison avait irrémédiablement endommagé le réseau de la Société de la Rédemption du Sud. Plusieurs membres clés, craignant d'être exposés, abandonnèrent la conspiration et détruisirent leurs archives. Le docteur Thorne s'enfuit dans les Caraïbes. Le capitaine Fulton disparut complètement. Et le révérend Blackwood connut une soudaine conversion, se mettant à prêcher sincèrement contre les horreurs de l'esclavage. Le témoignage de Washington, combiné aux preuves recueillies dans le sous-sol de la chapelle, fut publié dans les journaux abolitionnistes de tout le Nord. Les récits détaillés de tortures et de meurtres systématiques commis sous couvert de ministères religieux choquèrent même les militants les plus aguerris. L'affaire Whitworth devint un cri de ralliement pour le mouvement abolitionniste en pleine croissance, démontrant que les défenseurs de l'esclavage étaient prêts à recourir à tous les moyens pour préserver leurs intérêts. Le déplacement de la famille Whitworth en Alabama marqua une nouvelle phase de leur entreprise criminelle. Le gouvernement territorial offrait encore moins de surveillance que celui de la Caroline du Sud, et l'afflux rapide de colons créait des conditions idéales pour leurs opérations de faux sanctuaires. Ils fondèrent leur nouvelle plantation, baptisée Nouvelle-Grâce des Séraphins, à 20 miles au nord de Mobile, là où la rivière Tombigbee offrait un accès pratique aux routes de navigation. Gabriel avait retenu de l'expérience de Charleston que le maintien de solides relations politiques était essentiel à une survie durable. Il entreprit immédiatement de cultiver des liens avec les responsables territoriaux, contribuant généreusement à leur campagne et organisant de somptueuses réceptions mondaines qui assuraient à sa famille une place de choix dans la société de l'Alabama. En moins de 2 ans, il fut nommé au conseil territorial, lui conférant une influence directe sur les politiques de maintien de l'ordre.
la nouvelle chapelle se révéla encore plus sophistiquée que celle de Caroline du Sud. Gabriel engagea un architecte de la Nouvelle-Orléans pour concevoir un édifice ressemblant à une église méthodiste conventionnelle, tout en dissimulant un complexe souterrain capable de retenir simultanément 30 prisonniers. L'installation bénéficiait d'une insonorisation améliorée, d'une meilleure ventilation et d'un laboratoire médical surpassant tout ce que Serif avait exploité auparavant. Mais les méthodes de la famille avaient également évolué. L'échec de Charleston leur avait appris que s'appuyer uniquement sur de faux sanctuaires était trop risqué. Ils développèrent alors plusieurs approches complémentaires, notamment un commerce légal d'esclaves, servant de couverture à leurs activités les plus sinistres. Gabriel obtint une licence officielle de négociant en esclaves, lui permettant de transporter et de vendre des êtres humains légalement, tout en utilisant cette activité pour identifier des victimes potentielles pour son réseau clandestin. Ce commerce légal se révéla extrêmement lucratif et offrit une couverture idéale à leurs crimes. Gabriel se spécialisa dans ce qu'il appelait les esclaves problématiques, individus ayant tenté de s'évader, montré des signes de rébellion ou possédant des compétences particulièrement précieuses. Ces esclaves se vendaient à prix élevés, mais surtout, leur disparition pouvait être aisément expliquée comme des ventes ordinaires à des plantations éloignées. Ézéchiel développa en Alabama une innovation particulièrement perverse. Il commença à acheter des esclaves spécifiquement pour leur soutirer, sous la torture, des informations sur les réseaux du chemin de fer clandestin avant de les revendre à des plantations si isolées que toute tentative d'évasion y devenait pratiquement impossible. Cette méthode générait des revenus tout en continuant à fournir les renseignements qui rendaient leur faux sanctuaire si rentable. Le réseau de la famille en Alabama se révéla encore plus étendu que celui de Caroline du Sud. Le gouvernement territorial était dominé par des colons venus de Géorgie et des Carolines, dont beaucoup partagèrent la conviction des Whitworth quant à la nécessité de mesures extrêmes pour maintenir l'ordre social. Plusieurs planteurs influents devinrent des partenaires informels de l'opération, fournissant des renseignements sur les fugitifs potentiels et partageant les profits des captures réussies. Myriam épousa le capitaine James Patterson, un ancien officier de marine commandant un bateau fluvial sur la Tombigbee. Le navire de Patterson, le Sweet Salvation, devint un maillon essentiel du réseau de transport familial. Les corps destinés aux écoles de médecine étaient expédiés vers le nord par voie fluviale, tandis que les captifs vivants étaient acheminés vers des lieux reculés où ils pouvaient être détenus indéfiniment sans être découverts. Lilith, désormais âgée de 22 ans, était devenue l'agent le plus efficace de la famille. Sa beauté et son innocence apparente la rendaient irrésistible aux hommes de toute classe sociale, et elle exploitait ses avantages pour recueillir des renseignements sur les projets d'évasion, les activités abolitionnistes et les réseaux clandestins. Elle entretenait des relations avec des capitaines de bateaux, des marchands et même des fonctionnaires fédéraux, chacun convaincu d'être son unique intérêt romantique. Les jumeaux, Caïn et Abel, développèrent des entreprises criminelles complémentaires, soutenant l'opération principale. Caïn dirigeait une forge à Mobile, spécialisée dans la fabrication de chaînes et d'équipements de transport utilisés par les négociants en esclaves de toute la région. Abel s'imposa comme marchand de spécimens médicaux rares, fournissant des curiosités anatomiques à des écoles de médecine et à des collectionneurs privés du Nord et d'Europe. Mais c'est la recherche médicale de Serif qui représenta l'évolution la plus glaçante des activités familiales. Ces années passées à torturer des prisonniers lui avaient donné une connaissance sans précédent de l'anatomie humaine et de la psychologie. Il entreprit ce qu'il appelait des recherches médicales avancées, utilisant des prisonniers comme cobayes pour des procédures qu'aucun médecin légitime n'aurait osé pratiquer. Ces journaux détaillés de cette période, découverts des décennies plus tard, révélaient des expériences annonçant certaines des pires atrocités médicales du XXe siècle. L'opération d'Alabama traitait en moyenne 80 victimes par an, ce qui en faisait le volet le plus prolifique de ce qui subsistait du réseau de la Société de la Rédemption du Sud. L'installation souterraine sous la chapelle de la Nouvelle Grâce des Séraphins pouvait contenir simultanément 30 prisonniers, permettant une extraction plus systématique des renseignements et un traitement plus efficace des corps destinés aux institutions médicales. En 1805, la rumeur des activités de la famille Whitworth en Alabama commença à parvenir au réseau abolitionniste du Nord. Jeremiah Morrison, toujours hanté par ses expériences en Caroline du Sud, avait passé des années à suivre les déplacements de la famille et à documenter la poursuite de leurs crimes.
Ces rapports détaillés adressés à la Société abolitionniste de Pennsylvanie dressaient le tableau d'un système de meurtres organisés dépassant tout ce qui avait jusque-là été documenté dans l'histoire criminelle américaine. L'enquête de Morrison attira l'attention des autorités fédérales à Washington, où le secrétaire d'État James Madison s'inquiétait de plus en plus de rapports faisant état d'entreprises criminelles susceptibles de déstabiliser les relations entre les États du Nord et du Sud. L'affaire Whitworth était devenue le symbole des extrêmes auxquels les défenseurs de l'esclavage étaient prêts à aller, et sa révélation exerçait une pression politique que Madison trouvait de plus en plus difficile à ignorer. Mais enquêter sur des crimes commis dans l'Alabama territorial s'avéra encore plus complexe que de poursuivre la famille en Caroline du Sud. Le gouvernement territorial était dominé par des intérêts sudistes et l'autorité fédérale se limitait à des violations constitutionnelles spécifiques. À moins que Morrison ne puisse prouver que les Whitworth interféraient avec le commerce interétatique ou violaient des traités fédéraux, les autorités locales pouvaient continuer à ignorer les preuves accumulées contre eux. La percée vint d'une source inattendue. Samuel Washington, encore en convalescence après son emprisonnement traumatisant à Charleston, avait passé des années à développer un réseau d'informateurs au sein de la communauté des négociants en esclaves. Ces contacts incluaient des capitaines de bateaux, des ouvriers d'entrepôts et même des contremaîtres de plantations écœurés par la brutalité extrême dont ils avaient été témoins. Ce réseau fournit des renseignements détaillés sur les opérations de la famille Whitworth en Alabama. Washington apprit que la famille préparait une expansion majeure de ses activités. Gabriel avait négocié des accords avec des écoles de médecine à la Nouvelle-Orléans, Richmond et même Boston, afin d'assurer un approvisionnement régulier en spécimens anatomiques. Le volume de corps exigé par ces contrats impliquerait la mise à mort de près de 200 personnes par an, faisant de l'opération d'Alabama la plus vaste entreprise de meurtre à but lucratif de l'histoire américaine. Plus inquiétant encore, les informateurs de Washington révélèrent que la famille prévoyait de recruter de nouveaux partenaires dans tout le sud profond. Gabriel organisait des réunions secrètes avec des planteurs du Mississippi, de la Louisiane et du Tennessee, diffusant son modèle de faux sanctuaire combiné à un commerce légal d'esclaves. Si cette expansion réussissait, elle donnerait naissance à un réseau de sites de mise à mort capable de traiter des milliers de victimes chaque année. Morrison comprit alors que les méthodes traditionnelles de maintien de l'ordre ne suffiraient jamais à arrêter le réseau Whitworth. Les autorités locales étaient soit corrompues, soit intimidées, soit sincèrement sympathisantes des activités de la famille. Une intervention fédérale demeurait improbable tant que les crimes ne pouvaient pas être présentés comme des menaces à la sécurité nationale. La seule option réaliste était une action directe menée par les réseaux abolitionnistes, malgré les risques juridiques et physiques considérables que cela impliquait. Le plan qui émergea des discussions de Morrison avec d'autres abolitionnistes était à la fois audacieux et extrêmement dangereux. Une équipe de volontaires infiltrerait l'opération de l'Alabama afin de recueillir des preuves tout en menant simultanément des opérations de sauvetage. Les informations collectées serviraient à exposer non seulement la famille Whitworth, mais aussi l'ensemble de leur réseau de partenaires et de clients. Plus important encore, l'opération serait programmée pour coïncider avec un rassemblement majeur des membres de la Société de la Rédemption du Sud, permettant la capture simultanée de plusieurs dirigeants criminels. Washington insista pour diriger l'équipe d'infiltration malgré les inquiétudes de Morrison concernant son état psychologique. Les tortures qu'il avait subies à Charleston avaient laissé des cicatrices permanentes, tant physiques que mentales. Mais elles lui avaient aussi apporté une compréhension unique des méthodes et de la psychologie de la famille. Personne d'autre ne possédait une telle combinaison d'expérience, d'intelligence et de motivation désespérée pour mettre fin à leurs activités. L'équipe réunie pour la mission en Alabama comptait 12 volontaires issus d'organisations abolitionnistes de tout le Nord. Plusieurs étaient des Quakers, comme Morrison, animés par des convictions religieuses fondées sur l'égalité humaine. D'autres étaient des hommes noirs libres, conscients que leur propre liberté dépendait de la destruction des réseaux, rendant toute fuite impossible pour leurs frères et sœurs réduits en esclavage. Tous étaient prêts à mourir, plutôt que de laisser l'opération Whitworth se poursuivre. L'infiltration de l'opération en Alabama débuta à l'automne 1807, lorsque Washington et 3 autres membres de l'équipe arrivèrent à Mobile, en se faisant passer pour des négociants en esclaves venus de Géorgie. Leur couverture avait été soigneusement élaborée à l'aide de faux documents et de références provenant de plantations fictives difficiles à vérifier.
La peau claire de Washington et son éducation lui permettaient de se présenter comme un homme libre métis, travaillant comme agent pour des négociants blancs, tandis que ses compagnons jouaient le rôle de commerçants sudistes typiques à la recherche d'investissements rentables. L'équipe passa des semaines à établir sa crédibilité au sein de la communauté des négociants en esclaves de mobile. Ils assistèrent à des ventes aux enchères, visitèrent des plantations et nouèrent progressivement des relations avec les marchands et les trafiquants, constituant l'épine dorsale de l'économie régionale. Leur objectif ultime était d'organiser une rencontre avec Gabriel Whitworth, dont la réputation de spécialiste des cas difficiles s'était répandue dans tout le territoire. Pendant ce temps, Morrison s'était installé à la Nouvelle-Orléans, où il utilisait ses références légitimes de marchand pour enquêter sur les écoles de médecine recevant des spécimens en provenance de l'Alabama. Ces découvertes furent encore plus horrifiantes que prévues. Non seulement ces établissements recevaient bien plus de corps que ne pouvait l'expliquer une mortalité naturelle, mais certains professeurs demandaient explicitement des spécimens présentant des traces de traumatisme particuliers. La communauté médicale universitaire ne se contentait pas d'ignorer l'origine des corps. Elle encourageait activement les tortures précédant la mort. La rencontre avec Gabriel eut finalement lieu en décembre 1807. Lorsque l'équipe de Washington fut invitée à la plantation de la Nouvelle-Grâce des Séraphins pour discuter d'éventuels arrangements commerciaux, Gabriel semblait prospérer en Alabama. Il avait pris du poids et affichait l'assurance confiante née d'années de criminalité fructueuse. Sa famille s'était également agrandie. Myriam était enceinte de son deuxième enfant. Ézéchiel avait épousé la fille d'un planteur local. Et même la jeune Lilith était fiancée au fils d'un juge territorial. La plantation elle-même était bien plus impressionnante que ne l'avait été la grâce des Séraphins en Caroline du Sud. La maison principale était une imposante structure géorgienne entourée de jardins élaborés et de dépendances rivalisant avec les plus grandes propriétés de Virginie ou de Caroline du Sud. La chapelle, tout en conservant l'apparence d'un simple édifice religieux, était plus vaste et plus raffinée que sa devancière. Tout, dans la propriété, témoignait d'une richesse colossale issue d'activités criminelles. La conversation initiale de Gabriel avec l'équipe de Washington porta sur des opportunités légitimes de commerce d'esclaves. Il décrivit ses méthodes pour identifier et acquérir des esclaves problématiques, achetés à des prix inférieurs au marché en raison de leur comportement. Son approche consistait à briser leur résistance par divers moyens, puis à les revendre avec un profit substantiel à des plantations spécialisées dans la gestion des travailleurs difficiles. Mais au fil de l'entretien, Gabriel commença à révéler des aspects plus sensibles de son entreprise. Il évoqua ses relations avec des écoles de médecine prêtes à payer des sommes élevées pour des spécimens anatomiques frais. Il décrivit son réseau de renseignements, lui permettant d'identifier des fugitifs potentiels avant même qu'ils n'atteignent les contacts du chemin de fer clandestin. Plus révélateur encore, il parla de ses recherches théologiques sur la condition spirituelle des personnes prédestinées à la damnation. Washington reconnut la même justification religieuse pervertie qui caractérisait l'opération de Caroline du Sud. Gabriel croyait sincèrement accomplir l'œuvre de Dieu en accélérant la mort d'âmes vouées, selon lui, à l'enfer. Ce cadre théologique lui permettait de commettre des meurtres de masse tout en conservant un sentiment de supériorité morale, et fournissait la base intellectuelle nécessaire pour recruter d'autres chrétiens du Sud au sein de son réseau criminel. La visite de la plantation révéla le haut degré de sophistication de l'opération en Alabama. L'installation souterraine sous la chapelle était bien plus vaste que celle de Caroline du Sud, avec des cellules individuelles conçues pour différents types de prisonniers. Le laboratoire médical de Sérif comprenait un équipement qui aurait impressionné n'importe quelle école de médecine légitime, ainsi que des tableaux détaillant les connaissances anatomiques acquises au cours d'années de tortures systématiques. Le plus troublant était l'attitude désinvolte de la famille face à ces crimes. Ils parlèrent de leurs victimes comme de bétail, utilisant un langage clinique pour décrire les techniques de torture et les méthodes d'élimination. Lilith fit la démonstration des dispositifs de contention, expliquant quelles configurations étaient les plus efficaces selon les types d'interrogatoires. Même Constance, qui paraissait mentalement fragile en Caroline du Sud, participait désormais activement aux discussions sur les aspects commerciaux de l'entreprise. L'équipe de Washington fut invitée à rester plusieurs jours à la plantation, le temps que Gabriel organise des démonstrations de ses méthodes. Cette visite prolongée offrait un accès sans précédent aux opérations familiales, mais plaçait également les infiltrés en danger mortel.
Le moindre comportement suspect aurait entraîné leur emprisonnement immédiat, suivi de leur mise à mort. La percée survint lorsque Washington fut autorisé à assister à une séance d'interrogatoire. Gabriel souhaitait démontrer ses techniques d'extraction d'informations sur un jeune homme capturé alors qu'il tentait de rejoindre la Pennsylvanie. La séance se déroula avec la même précision méthodique que Washington se rappelait de sa propre captivité. Mais cette fois, il put observer les méthodes de Sheriff en tant que témoin instruit, plutôt qu'en victime impuissante. La quantité et la précision des renseignements extorqués étaient stupéfiantes. Le prisonnier livrait des informations sur des maisons sûres du chemin de fer clandestin, les noms de conducteurs et de sympathisants, l'emplacement de caches de ravitaillement, ainsi que l'identité de communautés noires libres apportant leur aide aux fugitifs. Ces données étaient compilées dans des rapports détaillés et partagés avec des chasseurs d'esclaves de toute la région, permettant une destruction systématique du réseau clandestin. Mais Washington remarqua également quelque chose que Gabriel semblait ne pas avoir perçu. Des signes subtils indiquaient que le prisonnier mêlait de fausses informations à des détails authentiques. Le jeune homme était suffisamment instruit pour comprendre ce que ses geôliers voulaient entendre, et assez courageux pour tenter de détourner leurs efforts. Même sous une torture atroce, cette résistance donna à Washington l'espoir que le réseau du chemin de fer clandestin était plus résilient que Gabriel ne le croyait. Le séjour prolongé de Washington à la plantation de la Nouvelle-Grâce des Séraphins coïncida avec les préparatifs du rassemblement annuel de la Société de la Rédemption du Sud. Gabriel s'attendait à accueillir près de 30 membres venus de tout le Sud profond, représentant la plus grande assemblée du réseau criminel depuis sa fondation. Cette réunion offrait une occasion sans précédent de documenter l'ampleur de la conspiration et d'identifier ses principaux acteurs, mais elle plaçait aussi l'équipe de Washington dans un danger extrême. Les membres de la société commencèrent à arriver à la fin du mois de décembre, se déplaçant sous couvert d'assister à un réveil religieux. Gabriel avait annoncé l'événement dans toute l'Alabama et les territoires voisins comme une conférence méthodiste spéciale consacrée à la théologie de la rédemption et au christianisme pratique. Les journaux locaux publiaient des annonces pour le réveil, accompagnés de témoignages de planteurs influents, vantant le ministère inspirant de Gabriel. Washington reconnut plusieurs participants grâce à ses recherches sur les activités du réseau. Le docteur Edmund Thorne était revenu des Caraïbes, manifestement convaincu que suffisamment de temps s'était écoulé depuis l'affaire de Charleston pour rendre sa participation sans risque. Le capitaine Fulton, le chasseur d'esclaves qui avait disparu après l'enquête de Morrison, était également présent, ayant établi de nouvelles opérations dans le Mississippi. Le plus choquant fut la présence du révérend Blackwood, censé avoir trouvé une foi authentique après l'exposition des crimes en Caroline du Sud. Les participants représentaient l'élite criminelle du Sud, d'avant la guerre de sécession. On y trouvait des propriétaires de plantations utilisant leurs activités légitimes pour identifier des victimes, des marchands assurant le transport et le financement, des professionnels de la médecine chargés de l'élimination des corps, et des responsables gouvernementaux veillant à ce que les enquêtes soient étouffées ou détournées. Ensemble, ils contrôlaient un réseau s'étendant de la Virginie à la Louisiane, traitant des centaines de victimes chaque année tout en maintenant une façade de respectabilité. Les sessions officielles de la société se tenaient dans la maison principale de la plantation, sous la forme de discussions déguisées en séminaires théologiques sur la prédestination et la justice divine. Mais les véritables affaires se réglaient en petits groupes où les participants échangeaient des renseignements sur les activités du chemin de fer clandestin, coordonnaient leurs réponses aux enquêtes abolitionnistes et planifiaient leur expansion vers de nouveaux territoires. L'accès de Washington à ces conversations lui permit de recueillir une documentation détaillée d'activités criminelles dépassant tout ce que les forces de l'ordre avaient jamais obtenu jusque-là. Le discours d'ouverture de Gabriel révéla l'ampleur de ses ambitions. Il parla d'étendre les opérations au territoire de la Louisiane, où le statut territorial offrirait encore moins de contrôle qu'en Alabama. Il décrivit des projets de nouveaux faux sanctuaires dans le Mississippi et le Tennessee, chacun conçu pour traiter un nombre de victimes plus élevé avec une efficacité accrue. Le plus glaçant fut sa proposition de ce qu'il appelait une rédemption à l'échelle industrielle, des installations capables de tuer et de traiter simultanément des dizaines de personnes. La présentation de Sheriff sur la recherche médicale avancée démontra à quel point les activités criminelles de la famille avaient évolué au-delà du simple meurtre à des fins lucratives. Il décrivit des expériences destinées à tester les limites de l'endurance humaine,
des procédures fournissant des connaissances anatomiques inaccessibles par des moyens conventionnels, ainsi que des techniques de conservation permettant de préserver la valeur scientifique des spécimens lors de transports prolongés. Son travail avait suscité l'intérêt d'écoles de médecine européennes, créant des marchés internationaux pour ses produits. Mais la société faisait face à une pression croissante due aux enquêtes abolitionnistes et à l'attention fédérale. Plusieurs membres signalèrent une surveillance accrue de la part des autorités du Nord, tandis que d'autres évoquaient des difficultés à maintenir leurs opérations en raison de l'amélioration des mesures de sécurité du chemin de fer clandestin. Le succès même du réseau en avait fait une cible d'action coordonnée, et nombre de participants exprimèrent leur inquiétude quant à leur sécurité à long terme. La découverte la plus importante de Washington concerna la stratégie de la société face à cette pression croissante. Plutôt que de réduire leurs activités, il prévoyait de les accélérer tout en développant de nouvelles méthodes pour éviter toute détection. Cela incluait la création d'entreprises légitimes servant de couverture à leurs opérations criminelles, la corruption de responsables gouvernementaux supplémentaires afin d'assurer leur protection et l'élimination de témoins potentiels susceptibles de révéler leurs activités. Ce plan d'élimination était particulièrement terrifiant. Gabriel avait dressé une liste d'abolitionnistes, d'esclaves évadés et d'autres individus considérés comme des menaces pour la sécurité du réseau. La société entendait les assassiner systématiquement par des méthodes qui paraîtraient être des accidents, des morts naturelles ou des crimes aléatoires. Le nom de Washington figurait sur cette liste, aux côtés de celui de Morrison et de plusieurs autres enquêteurs suivant les activités du réseau. Mais Washington disposait d'un avantage que Gabriel n'avait pas anticipé. L'équipe de Morrison était déjà en position autour de la plantation, préparant une attaque coordonnée destinée à exposer l'ensemble de la conspiration. Le calendrier avait été soigneusement choisi pour coïncider avec le rassemblement de la société, lorsque le plus grand nombre de criminels seraient présents et que le maximum de preuves pourrait être saisi. L'assaut contre la plantation de la Nouvelle Grâce des Séraphins débuta avant l'aube, le 15 janvier 1808, lorsque l'équipe de Morrison se mit en place autour du périmètre de la propriété. L'opération avait été planifiée avec une précision militaire, s'appuyant sur les renseignements détaillés fournis par Washington concernant la configuration des lieux, les mesures de sécurité et l'emplacement de la prison souterraine. Des marshals fédéraux venus de la Nouvelle-Orléans acceptèrent de participer, conférant à l'opération une autorité légale officielle. L'équipe comptait 24 hommes, Morrison et 7 autres abolitionnistes, Samuel Washington et 3 autres infiltrés, 8 marshals fédéraux et 6 soldats de la garnison de la Nouvelle-Orléans. Ils étaient équipés du matériel militaire le plus récent et disposaient de plans détaillés des bâtiments de la plantation. Plus important encore, ils étaient munis de mandats signés par des juges territoriaux, convaincus que l'opération Whitworth constituait une menace pour l'autorité fédérale en Alabama. L'attaque débuta par des assauts simultanés contre la maison principale et la chapelle, afin d'empêcher la destruction des preuves, tout en capturant le plus grand nombre possible de membres de la société. Morrison dirigea personnellement l'équipe qui pénétra dans la chapelle, où ils découvrirent 17 prisonniers dans les installations souterraines. L'état de ces captifs constituait un témoignage accablant des tortures systématiques infligées dans les chambres du sous-sol. Le rôle de Washington était de sécuriser le bureau de Gabriel dans la maison principale, où étaient conservés les registres détaillés de la famille. Malgré des années de préparation à cet instant, rien n'aurait pu le préparer à l'ampleur de la documentation tenue par Gabriel. Les livres comptables recensaient plus de 1500 meurtres. La correspondance révélait des partenariats criminels s'étendant sur 12 États et 3 pays étrangers, et des cartes détaillées montraient des itinéraires du chemin de fer clandestin méthodiquement compromis. La preuve la plus accablante fut le journal personnel de Gabriel, qui fournissait une justification théologique à chaque meurtre tout en décrivant les profits générés par l'opération. Gabriel avait tenu des archives méticuleuses de chaque aspect de son entreprise criminelle, apparemment convaincu que l'approbation divine de ses actes exigeait une documentation rigoureuse de leur nécessité religieuse. Les entrées du journal révélaient un esprit ayant totalement rationalisé le meurtre de masse comme une expression du devoir chrétien. Le laboratoire médical de Sheriff livra des preuves de crimes dépassant le simple homicide. Ses notes de recherche détaillées décrivèrent des expériences menées sur des sujets vivants, des procédures destinées à tester les limites de l'endurance humaine et des études anatomiques violant tous les principes de l'éthique médicale.
Le laboratoire contenait des spécimens conservés qui fournirent par la suite des preuves irréfutables de torture systématique, ainsi qu'une correspondance avec des écoles de médecine ayant spécifiquement demandé de tels spécimens. La capture des membres de la société donna aux forces de l'ordre un accès sans précédent à la direction du réseau criminel. Sous interrogatoire, plusieurs participants révélèrent l'existence d'opérations supplémentaires dans le Mississippi, la Louisiane et le Tennessee. D'autres fournirent les noms de responsables gouvernementaux corrompus par le réseau, ainsi que des détails sur les méthodes utilisées pour garantir leur coopération. Les témoignages mirent au jour une conspiration ayant pénétré tous les niveaux de la société sudiste. Gabriel lui-même se montra étonnamment coopératif lorsqu'il fut confronté aux preuves accumulées contre lui. Plutôt que de nier ses crimes, il tenta de les justifier par de longs arguments théologiques sur la prédestination et la justice divine. Il semblait sincèrement convaincu que ses actes étaient moralement justes et exprima une fierté manifeste quant à l'efficacité et à la rentabilité de ses opérations. Son absence totale de remords faisait de lui peut-être le criminel le plus glaçant de l'histoire américaine à ce stade. Cependant, les procédures judiciaires qui suivirent démontrèrent les limites de la justice du début du XIXe siècle. Bien que les autorités fédérales disposent de preuves claires de multiples meurtres, la complexité juridictionnelle du droit territorial rendait les poursuites extrêmement difficiles. Plusieurs témoins clés disparurent avant de pouvoir témoigner, apparemment assassinés par des membres restants du réseau. D'autres se rétractèrent après avoir reçu des menaces de mort ou des pots de vin de sympathisants sudistes. Plus frustrante encore fut la réaction des autorités locales de l'Alabama, qui refusèrent de coopérer avec les procureurs fédéraux. Les responsables territoriaux affirmèrent que les preuves avaient été obtenues illégalement et que l'intervention fédérale dans des affaires criminelles locales violait les principes constitutionnels. Plusieurs planteurs influents d'Alabama organisèrent des fonds de défense juridique pour les accusés, soutenant qu'ils étaient victimes de persécutions nordistes plutôt que des criminels méritant d'être punis. Les procédures judiciaires contre la famille Whitworth et les conspirateurs de la Société de la Rédemption du Sud s'étirèrent sur 3 années, devenant un symbole des tensions croissantes entre le Nord et le Sud qui conduiraient finalement à la guerre de sécession. Gabriel Whitworth fut finalement reconnu coupable de meurtre et exécuté en 1811. Cependant, la majorité des membres de sa famille et de ses partenaires criminels échappèrent à de lourdes condamnations en raison de subtilités juridiques, de l'intimidation de témoins et de leur influence politique. Sheriff Whitworth s'enfuit au Mexique avant de pouvoir être arrêté, emportant avec lui des dossiers médicaux détaillés qu'il vendit par la suite à des chercheurs européens intéressés par ses découvertes anatomiques. Sa localisation demeura inconnue jusqu'en 1834, lorsque des rapports évoquèrent un mystérieux médecin au Texas menant des expériences similaires sur des guerriers comanches capturés. Ces informations ne furent jamais officiellement confirmées, mais suggéraient que Sheriff avait poursuivi ses recherches criminelles pendant des décennies après la révélation de l'opération d'Alabama. Ézéchiel ainsi que les jumeaux Caïn et Abel furent condamnés pour des chefs d'accusation mineurs et condamnés à de longues peines de prison. Ils furent toutefois discrètement libérés après seulement 2 années de détention, apparemment grâce à l'intervention de politiciens sudistes influents qui considérèrent leur poursuite comme une attaque contre l'autonomie régionale. Tous 3 reprirent leurs activités criminelles sous de fausses identités. Ézéchiel établit une nouvelle entreprise de traite d'esclaves au Texas, tandis que les jumeaux exploitèrent un réseau de profanation de tombes fournissant des écoles de médecine dans tout le sud-ouest. Myriam et Lilith utilisèrent leur beauté et leurs relations sociales pour éviter toute poursuite. Le mari de Myriam, le capitaine Patterson, utilisa son bateau fluvial pour transporter les 2 femmes jusqu'à la Nouvelle-Orléans, où elles se fondirent dans la population cosmopolite de la ville. Des rapports ultérieurs les situèrent à Mexico, où elles auraient établi une maison close spécialisée dans l'élimination de clients fortunés et la vente de leurs corps à des chercheurs médicaux. Ces informations ne furent jamais vérifiées, mais elles correspondaient à l'histoire familiale, mêlant criminalité et façade de respectabilité. Constance Whitworth, l'épouse de Gabriel, fut déclarée mentalement inapte à être jugée et internée dans un asile à Mobile. Elle y mourut en 1819, sans jamais, selon les témoignages, avoir prononcé un mot cohérent au sujet des activités de sa famille. Certains observateurs pensaient
que son état mental était réel, tandis que d'autres soupçonnaient une simulation destinée à échapper aux poursuites. La vérité disparut avec elle, emportant des éléments cruciaux sur les débuts de l'entreprise criminelle familiale. La mise au jour du réseau Whitworth eut des conséquences profondes pour le mouvement du chemin de fer clandestin. Les renseignements détaillés recueillis par Gabriel sur les itinéraires d'évasion, les maisons sûres et les membres du réseau contraignirent les abolitionnistes à réorganiser entièrement leurs opérations. De nombreux itinéraires utilisés avec succès pendant des années durent être abandonnés et des conducteurs et sympathisants de confiance se retrouvèrent sous surveillance de chasseurs d'esclaves ayant obtenu leur nom grâce aux archives des Whitworth. Cependant, cette révélation galvanisa également l'opposition nordiste à l'esclavage en apportant des preuves concrètes des extrêmes auxquels ses défenseurs étaient prêts à aller. Les rapports détaillés de Morrison sur l'opération Whitworth furent publiés dans des journaux de tout le Nord, suscitant un soutien accru à la cause abolitionniste parmi des Américains, jusque-là indifférents à la question de l'esclavage. Les tortures et meurtres systématiques commis sous couvert de ministères religieux démontrèrent que l'esclavage corrompait non seulement les relations économiques, mais aussi les valeurs morales fondamentales. Samuel Washington devint un orateur de premier plan pour les organisations abolitionnistes, utilisant son expérience directe des chambres de torture des Whitworth pour illustrer le coût humain de l'esclavage. Son témoignage se révéla particulièrement efficace auprès des publics religieux, choqués par la manipulation de la théologie chrétienne pour justifier le meurtre de masse. Ces discours convainquirent de nombreux chrétiens du Nord que l'opposition à l'esclavage constituait une obligation religieuse plutôt qu'une simple position politique. Jeremiah Morrison poursuivit ses enquêtes sur les réseaux criminels liés à l'esclavage, documentant par la suite des opérations similaires en Virginie, dans le Maryland et en Caroline du Nord. Son travail fit de lui l'un des enquêteurs les plus efficaces de la période d'avant-guerre et influença le développement des techniques modernes d'enquête criminelle. Toutefois, le coût psychologique de son œuvre fut immense et il mourut en 1825 à l'âge de 62 ans, hanté, selon les récits, par des cauchemars liés aux horreurs dont il avait été témoin. La plantation de la Nouvelle Grâce des Séraphins fut abandonnée après l'exécution de Gabriel. Des habitants locaux affirmaient que la propriété était maudite par les souffrances qui s'y étaient déroulées. La chapelle fut incendiée par des personnes inconnues en 1815, bien que les chambres de torture souterraines demeurèrent intactes sous les ruines. La maison principale resta vide pendant des décennies avant de s'effondrer lors d'une tempête en 1847, ne laissant que les pierres de fondation comme vestige de la présence de la famille Whitworth en Alabama. Les historiens modernes estiment que la famille Whitworth et son réseau criminel furent responsables de la mort d'au moins 1800 personnes entre 1789 et 1808. Ce chiffre inclut non seulement les victimes directes de leur faux sanctuaire, mais aussi les innombrables esclaves capturés et tués, à la suite de renseignements extorqués sous la torture. Le bilan réel pourrait être bien plus élevé, de nombreux documents ayant été détruits avant de pouvoir être examinés par les autorités. L'affaire Whitworth représente l'un des premiers exemples documentés de meurtres systématiques perpétrés sous couvert de ministères religieux dans l'histoire américaine. L'utilisation par Gabriel de la théologie chrétienne pour justifier des massacres annonçait des abus similaires commis par des chefs de secte et des extrémistes religieux dans les siècles suivants. Sa capacité à conserver le soutien de la communauté tout en commettant des crimes atroces démontra le pouvoir de l'autorité religieuse à corrompre le jugement moral et à faciliter les comportements criminels. Les aspects médicaux de l'opération Whitworth révélèrent des liens troublants entre des institutions universitaires légitimes et des entreprises criminelles. Plusieurs écoles de médecine prestigieuses furent reconnues comme ayant reçu des spécimens qu'elles savaient, ou auraient dû savoir, obtenus par le meurtre. Cette découverte entraîna des réformes dans l'enseignement médical et l'établissement de lignes directrices éthiques pour la recherche anatomique. Bien que leur application demeurât inégale pendant des décennies, l'utilisation sophistiquée de la tenue de registre et du renseignement par le réseau annonçait les méthodes du crime organisé moderne avec près d'un siècle d'avance. La documentation détaillée de Gabriel sur les profils des victimes, les itinéraires du chemin de fer clandestin et les profits criminels démontrait une compréhension de l'entreprise criminelle systématique sans précédent dans l'histoire américaine naissante. Ces méthodes influencèrent des organisations criminelles ultérieures et offrirent aux forces de l'ordre des enseignements précieux sur la structure
et le fonctionnement des réseaux conspiratifs. Plus fondamentalement encore, l'affaire Whitworth mit en lumière l'inadéquation des institutions juridiques américaines de l'époque face à des crimes franchissant les frontières des États ou menaçant des intérêts politiques régionaux. La capacité de la famille à échapper à de lourdes sanctions, malgré des preuves accablantes, démontra la nécessité d'un pouvoir fédéral renforcé et d'une application plus cohérente de la justice pénale. Enfin, cette affaire révéla à quel point l'esclavage avait corrompu la société sudiste dès le début du XIXe siècle. Le soutien massif dont bénéficia la famille Whitworth de la part de planteurs respectables, de responsables gouvernementaux et de chefs religieux montrait que l'institution esclavagiste avait engendré une cécité morale bien au-delà des seuls propriétaires d'esclaves. La déshumanisation systématique nécessaire au maintien de l'esclavage avait créé les conditions dans lesquelles le meurtre de masse pouvait être rationalisé comme une nécessité pour l'ordre social. La vérité complète sur les crimes de la famille Whitworth ne sera peut-être jamais connue. De nombreux documents furent détruits au cours des procédures judiciaires, tandis que d'autres demeurent scellés dans des archives jamais entièrement examinées par les historiens. Des traditions locales en Alabama évoquent encore des disparitions mystérieuses et des morts inexpliquées survenues durant la présence de la famille sur le territoire, suggérant que les crimes documentés ne représentent qu'une fraction de leurs activités réelles. Les investigations archéologiques menées sur le site de la nouvelle plantation de la Grâce des Séraphins ont été limitées par l'opposition locale et par des complications juridiques liées à la propriété du terrain. Toutefois, des études réalisées dans les années 1990, à l'aide de radars à pénétration de sol, ont révélé l'existence de vastes structures souterraines correspondant aux descriptions des installations de torture et de destruction des corps utilisés par la famille. Ces découvertes suggèrent que les preuves matérielles de leurs crimes demeurent en grande partie intactes, enfouies sous des décennies de terre accumulée et de végétation envahissante. Des recherches plus récentes ont également mis au jour des indices d'activité de la famille Whitworth au Texas, au Mexique et possiblement en Amérique du Sud, durant les décennies ayant suivi la révélation de l'opération en Alabama. Des listes de passagers de navires, des archives d'écoles de médecine et des documents administratifs territoriaux mentionnent des individus utilisant des pseudonymes connus des Whitworth, impliqués dans des activités suspectes correspondant à leurs méthodes criminelles établies. Ces découvertes suggèrent que l'entreprise criminelle familiale a pu se poursuivre sous d'autres identités bien après l'exposition officielle de leurs crimes en Alabama. La possibilité la plus troublante demeure que le réseau Whitworth ne représentait qu'un exemple parmi d'autres entreprises criminelles similaires opérant dans le Sud d'avant la guerre de sécession. Le caractère systématique de leurs activités, combiné au soutien étendu dont ils bénéficiaient au sein de la société respectable, laisse penser que d'autres familles ou organisations ont pu mener des actions comparables sans jamais être démasquées. Les archives historiques regorgent de références à des disparitions mystérieuses, des morts inexpliquées et des mouvements religieux suspects pouvant indiquer l'existence d'autres réseaux criminels. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de la famille Whitworth constitue l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire religieuse américaine. Leur instrumentalisation systématique de la théologie chrétienne pour justifier le meurtre de masse démontre comment l'autorité religieuse peut être corrompue au service du crime. Leur capacité à conserver le soutien de leur communauté tout en commettant des atrocités révèle à quel point l'esclavage avait empoisonné les valeurs morales américaines dès le début du XIXe siècle. L'héritage de leurs crimes dépasse largement le cercle de leurs victimes directes. Les renseignements qu'ils ont recueillis sur le fonctionnement du chemin de fer clandestin ont conduit à la capture et à la mort de nombreux autres esclaves évadés dont les noms ne seront jamais connus. Leur corruption du monde médical et de la recherche scientifique a causé des dommages durables à l'intégrité de la science américaine. Plus inquiétant encore, leur capacité à échapper en grande partie à la justice a montré à d'autres criminels qu'un meurtre systématique pouvait être commis avec une relative impunité s'il était suffisamment bien dissimulé et politiquement protégé. Aujourd'hui, le site de la Nouvelle Grâce des Séraphins est largement oublié, connu seulement de quelques historiens locaux et de rares chercheurs s'intéressant aux aspects les plus sombres de l'histoire américaine. Aucun monument ne marque l'endroit où plus d'1 millier de personnes furent torturées et assassinées de manière systématique. Aucune plaque ne commémore le courage des abolitionnistes qui risquèrent leur vie pour révéler ces crimes. Le silence entourant ces événements
rappelle à quel point les sociétés peuvent aisément oublier leurs épisodes les plus honteux. Pourtant, l'histoire de la famille Whitworth demeure un avertissement permanent contre les dangers de l'extrémisme religieux, de la haine raciale et de la corruption de l'autorité morale. Leurs crimes illustrent la rapidité avec laquelle des sociétés dites civilisées peuvent sombrer dans la barbarie lorsque les valeurs humaines fondamentales sont sacrifiées au profit d'intérêts économiques ou de pouvoirs politiques. Comprendre cette histoire est essentiel pour reconnaître des menaces similaires à notre époque et pour empêcher que ce type de mal systémique ne se déguise à nouveau en volonté divine. La question qui hante tous ceux qui étudient cette affaire n'est pas de savoir si les crimes de la famille Whitworth ont réellement eu lieu. Les preuves sont accablantes et indiscutables. La véritable question est de savoir combien d'autres opérations similaires ont existé durant la période d'avant-guerre, combien de victimes sont mortes dans des circonstances comparables, et si la vérité complète sur ce chapitre sombre de l'histoire américaine sera un jour pleinement révélée. Les ombres projetées par l'héritage des Whitworth continuent d'obscurcir certaines zones de notre compréhension historique, nous laissant nous demander quelles autres horreurs demeurent encore enfouies dans les archives du passé américain. En définitive, l'histoire macabre de la famille Whitworth témoigne à la fois de la capacité humaine au mal absolu et au courage ultime. Si Gabriel et les siens incarnent les profondeurs de la dépravation humaine, les abolitionnistes qui risquèrent tout pour exposer leurs crimes représentent les idéaux les plus élevés de dignité et de courage moral. Leur combat nous rappelle que le prix de la civilisation est une vigilance constante face à ceux qui cherchent à utiliser l'autorité religieuse, le pouvoir politique ou la respectabilité sociale pour masquer une cruauté systématique. Les cloches de la chapelle qui résonnaient autrefois sur la nouvelle grâce des séraphins se sont depuis longtemps tues, mais l'écho de la souffrance de leurs victimes continue de traverser l'histoire américaine tant que nous n'aurons pas pleinement affronté la vérité sur des crimes tels que ceux commis par la famille Whitworth. Nous ne pourrons prétendre avoir honnêtement confronté notre passé, ni être véritablement préparés à reconnaître des menaces similaires à l'avenir. Ce qui te hante le plus, le fait qu'un mal aussi systématique ait pu opérer sous couvert de ministères religieux, ou la possibilité qu'une grande partie de cette histoire reste encore dissimulée dans des archives jamais ouvertes.